Rebonjour à tous, donc, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis Alexandre Durand, délégué général adjoint d'Infranum, comme ça a été dit. Donc j'ai le privilège d'animer cette table ronde sur les clés du succès de tout projet 5G. Alors, quand on m'a invité à animer cette table ronde, moi ça m'a tout de suite fait penser à ce livrable qui a déjà été mentionné tout à l'heure, mais que je vous invite, est-ce qu'on le voit à l'image, pour les gens qui sont... Ouais, on le voit, parfait. Qui est disponible en bas, que je vous invite tous à récupérer, donc, qui porte sur tout savoir pour se lancer sur un projet de 5G industriel. Donc on répond aux grandes questions de quelles sont les grandes étapes, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour être un peu guidé. Il y a même une checklist projet qui est proposée. Voilà, c'est un des livrables qui est proposé dans le cadre du CSF, dans lequel les différentes fédérations qui y sont impliquées, bien entendu la mienne, s'impliquent. Donc c'est très important. Je suis sûr que Philippe Herbert y reviendra tout à l'heure, donc je vais pas trop m'avancer sur ce point. Pour discuter de ce sujet, donc j'ai la chance d'accueillir Florence Herpelding, qui est responsable développement marché radio chez Axione, Thomas Hervieux, qui est délégué de l'Agure, Sarah Fauconnier, qui est investisseur infrastructure numérique à la Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts, j'ai tout dit, et François Hédin, qui est le PDG de WeAccess. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de peut-être revenir, ça a été évoqué à la table ronde précédente, sur les enjeux de maturité et de la place qui est laissée à l'expérimentation dans la mise en œuvre des projets. Et peut-être commencer par vous, Thomas, à l'Agure. Donc vous êtes déjà conquis, vous êtes déjà convaincu par l'intérêt de la 5G. Donc quel regard vous portez sur cette maturité de l'écosystème ? Merci de m'introduire comme ça. Oui, donc effectivement, je pense que je suis le zélote parmi les zélotes. On a commencé à Agure il y a déjà en 2012 dans cette volonté d'accéder à du spectre pour démarrer des réseaux privés haut débit. On appelait ça comme ça à l'époque. C'était très vite la 4G, remplacement du WiMAX pour ceux qui se souviennent. Et on a passé la décennie des années 2010 en fait à chercher des fréquences. Les fréquences, elles sont arrivées en 2019. Donc c'est intéressant, en fait, l'année 2019, c'est un petit peu l'année zéro des réseaux mobiles privés. On peut un peu se projeter par rapport à cette ouverture de guichet et de ce qui s'est passé depuis. Donc pour répondre un peu à votre question, on peut regarder déjà ce qui s'est passé du point de vue marché. Donc du point de vue marché, depuis 4 ans, on a vu, c'est assez, bon, ça va me dire c'est une grosse tarte à la crème, mais c'est assez, on retrouve un classique de courbe de Gartner avec des grands membres, souvent ceux de l'association Agure notamment, qui avaient travaillé en amont pour l'obtention de ces fréquences, partir tout de suite. Donc on a retrouvé les pionniers comme le Grand Paris, on a retrouvé aussi les aéroports, dont Jérémy en a parlé tout à l'heure, on a retrouvé EDF avec les centrales nucléaires, il y avait aussi parmi les historiques, on a vu des groupes comme Total, on a vu... donc, il y a eu une sorte de démarrage un petit peu en flèche avec des gros acteurs. Il y a eu le Grand Paris aussi très important sur les 4 nouvelles lignes du Grand Paris. Ça a été des décisions très structurantes et importantes. Donc il y a eu un démarrage en flèche. Ce démarrage, on l'a vu essentiellement avec des acteurs industriels du monde grand public. Donc je ne vais pas les citer, mais je pense que les gens se reconnaîtront avec des solutions qui étaient plutôt déclinées de ce qu'on voyait dans le grand public. Et puis il y a une petite phase, après ça, il y a une phase d'attente, donc on redescend un petit peu cette courbe. Les gens regardent déjà ce qu'ils ont fait, est-ce que ça marche? Donc le succès opérationnel, il est là. Enfin, globalement, les gens sont contents des solutions. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Air France, sur les aéroports. Il y avait vraiment une attente. Opérationnellement, c'est là. Il y a quand même des questions sur l'exploitabilité des solutions qui a été remontée. C'est quand même des solutions un peu robustes pour le type d'organisation. Et les gens, avant de faire le deuxième projet, ils réfléchissent. Ils réfléchissent à comment ils vont le faire. Donc là, on est un petit peu au pied de la courbe de Gartner et on va certainement remonter vers ce qu'on appelle une croissance plus linéaire. Et là, ça va plutôt se faire avec des acteurs qu'on voit arriver du monde, voilà, précisément du monde des réseaux privés, tant du côté cœur que réseau d'accès, voire aussi des applicatifs de MCPTT. Donc on voit des nouveaux acteurs arriver, on peut les appeler des barbares, si on se prend un peu cette vision un petit peu antique. Donc c'est des barbares qui viennent pousser le sujet et qui disent nous on a une chose à raconter, on va travailler sur du virtuel, on s'appuie bien sûr sur des cœurs qui sont sur des équipements qui sont banalisés, des serveurs banalisés, et on a un atterrissage de prix qui est quand même pas qui est plus bas, et faisant se baisser cet atterrissage, c'est mécaniquement en commerce, vous baissez vos prix, vous augmentez votre surface de vente. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Il y a des deuxièmes projets qui commencent. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le premier projet est bien passé, donc on enclenche le deuxième.
dans cette logique-là. Les nouveaux acteurs sont là pour dynamiser. Alors, j'ai parlé des cœurs, les RAN, pareil, c'est un peu le même sujet. On a beaucoup parlé quand on parlait de maturité, on a entendu beaucoup parler d'Open RAN. On se rend compte que l'Open RAN, c'est pas vraiment au succès. On a, pour le moment, en tout cas en 5G, on a peut-être m'attirer certaines inimitiés, mais c'est un peu surdimensionné par rapport aux tailles de réseaux qu'on voit arriver. On voit plutôt arriver des demandes pour des réseaux de 3, 5, 10 sites. C'est moins de complexité, on essaie de ramasser ça dans un all-in-one box, comme on dit. C'est un peu les dynamiques marché qu'on voit arriver. Et il y a un bémol quand même, ça c'est pour le côté positif. Je parlerai d'un frein. On a un frein qui est des difficultés, il y a des demandes sur tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est voix. Et ça paraît fou parce que si on se reprojette il y a 30 ans, la voix c'était ce qui était par défaut. Mais faire de la voix sur les réseaux privés, c'est vraiment, vraiment pas facile. Donc il y a différentes façons de faire de la voix sur IP, de la voix sur LTE, je pense que François va en parler. Et on a un problème d'écosystème terminaux sur lequel il y a beaucoup de contrôle qui est fait par les GAFAM. Et là, il y a un vrai sujet, je pense qu'il faudrait qu'on commence à regarder. On ne peut pas avoir sur un réseau de voix nécessité de passer par un serveur en Californie. En Californie, ça ne marche pas, ça. Il faut des réseaux de voix. C'est un réseau privé, d'ailleurs. Personne M. JM de ArcelorMittal l'a dit ce matin, on voit une demande pour des réseaux privés, donc chez les gens, et on ne peut pas avoir des flux de sortie. C'est pas possible, ça. Donc, un travail sur les écosystèmes terminaux qui est à monter pour qu'ils soient accessibles et en voix. Et dernier point, juste pour la maturité, voilà, l'importance de tester là, les solutions. Hein, les chaînes, elles ne sont pas totalement plug and play. Il y a un besoin aussi que les acteurs industriels testent ce qu'ils vont vendre chez les clients auparavant, parce que c'est pas, ça n'arrive pas. Sur les planches, ça s'interconnecte super bien, mais la réalité, notamment, je pense que voilà, c'est peut-être la question pour François. Après, je pense que c'est pas si. On a des surprises. Hein, je pense que c'est ce que tu pourrais peut-être dire. Voilà, alors, il y a un boulevard pour François derrière, parce que je sais qu'en plus sur les équipements, il a beaucoup de choses à dire. Donc François, côté WeAccess, il y a des POC qui sont en train de se monter, il y a des retours d'expérience. C'est quoi le regard? Et puis peut-être petit commentaire aussi sur les terminaux, parce que je sais que tu as une appréciation là-dessus. En fait, bon, WeAccess, on a un métier d'opérateur historique pour l'aménagement du territoire, donc Wi-Fi et 4G fixe. On a basculé déjà il y a plus de 2 ans et demi sur la partie 4G entreprise. Alors pourquoi 4G déjà? C'est pas 5 tout de suite. C'est qu'on n'a pas notre premier client en fait est un site Céveso, terminaux ATEX obligatoire partout et pas de terminaux ATEX en 5G aujourd'hui disponibles. Donc ça veut dire qu'on démarre dans de la 4G. Et ce problème de device en fait des terminaux est un problème qui empire avec la 5G. Alors on va le voir dans plusieurs éléments. Alors la voix sur IP, on a découvert il y a quelques semaines que Android 12 virait les applications voix sur IP. Donc ce qui veut dire que de faire de la téléphonie d'entreprise, ça devient difficile avec, alors pas tous les terminaux parce que ça serait simple. Certains, du jour au lendemain, un opérateur push la release Android et on perd la voix sur IP. Donc ça veut dire que côté téléphonie, c'est quand même une grosse demande. Sur le premier site industriel qu'on a signé commercial, qui n'est pas une phase pilote, c'est un site aujourd'hui qui démarre, sa première demande, c'est la mobilité data. Donc c'est la préparation des commandes, avoir un réseau qui fonctionne sur l'ensemble de l'usine. Ça, c'est le premier stade. Deuxième stade, c'est l'intégration de la voix, parce qu'il faut que la téléphonie marche dans l'entreprise. Alors, on a découvert aussi des trucs un peu particuliers. Dans les sites Céveso ou dans certains sites publics, vous avez des lignes qui sont directement reliées aux pompiers, qui sont sur une continuité cuivre. Comment fait-on pour la passer sur un réseau privé avec l'abandon du cuivre? Donc, c'est des lignes qui ne sont plus en production. C'est des lignes de sécurité. Donc on travaille avec le S10, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas pris encore les dispositivités, comment on migre ces lignes-là. Donc on découvre un tas de choses au fur et à mesure. Et puis troisième application qui se développe, alors là les ROI sont un peu plus intéressants pour les industriels, c'est tout ce qui est PMR et PTI, donc protection des travailleurs isolés. Il y a beaucoup de sites où les gens travaillent seuls à du nettoyage de cuves. Aujourd'hui, quand on met une PTI en route, on récupère sur les primes d'assurance. Donc ça, c'est déjà des ROI directs, sonnants et trébuchants, sur le déploiement des solutions. Dernier élément, les éléments sur lesquels on n'a pas de visibilité aujourd'hui, c'est la partie Massive IoT 5G.
parce qu'il faut des fréquences basses. Donc là, on n'a pas les fréquences. Les équipements qu'on va produire seront capables de gérer du NB-IoT sur des fréquences basses, mais il faut absolument qu'on ait du spectre dédié. Ce problème d'IoT dans l'industrie, c'est un gain de productivité important, en particulier sur les étiquettes de géolocalisation des produits dans une usine et des stocks et des outils. Aujourd'hui, typiquement, Renault qui a mis, alors sur une autre technologie que la 5G en ultra-wideband, une géolocalisation sur l'usine de Cléon, elle a gagné presque 10% de productivité. Donc c'est un outil indispensable qui va avec la 5G, mais sur d'autres bandes de fréquences, sur des fréquences basses, et qui va toucher les étiquettes électroniques dans l'industrie et dans les entreprises. Donc ça, c'est l'étape d'après de la partie mobilité, téléphonie et sécurité et PTI. Donc voilà un peu où on en est. Le premier site commercial est signé. Il y en a d'autres, j'espère, pour cette année, donc qui ne sont plus des sites expérimentaux, qui rentrent en production. Et donc là, donc ça se fait après une phase de POC de 6 mois, où il faut qu'ils testent, qu'ils vérifient, qu'ils soient bien couverts, que ça marche bien, que les terminaux correspondent à leurs usages. Dernier élément important, c'est l'implication du management et des salariés dans l'usine pour que ça réussisse. On le voit sur le premier site commercial signé, ce sont les salariés qui ont choisi leurs terminaux dans un monde à texte. Certains travaillent avec des doigts pour viser la préparation de commandes, d'autres c'est des tablettes, etc. Donc cette implication du salarié, elle est impérative pour qu'il réussisse et gagne de productivité dans l'usine. C'est clair, oui, c'est un projet global, on le sait. Oui, c'est un projet global. On le savait déjà, mais qui doit s'adapter aussi aux spécificités du monde de l'industrie. Florence, Axione, alors je sais que tu préfères parler d'incubation plutôt que de POC. Est-ce qu'il y a des modèles de déploiement qu'on commence à voir émerger d'après ta lecture, à partir de ces premières expérimentations? Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Donc peut-être juste 2 mots sur Axione. Donc Axione, c'est un aménageur numérique des territoires, donc très présent sur les sujets infrastructure fibre optique, également WiMAX historiquement et 4G fixe, donc auprès des territoires. Donc Axione en fait a cette volonté de tirer parti de son expertise, à la fois connaissance des territoires, connaissance des enjeux spécifiques et également maîtrise des infrastructures radio pour adresser ce sujet qui est relativement nouveau, donc lié au réseau 4G, 5G privé, donc avec un positionnement d'intégrateur. Donc par rapport à notre sujet aujourd'hui, Axione considère que la phase préliminaire de tout projet 4G, 5G privé porte sur une expérimentation, un démonstrateur, un pilote, on l'appelle comme on veut, mais c'est à coup sûr un exercice imposé à partir du moment en fait où on échange avec un acteur industriel dans le secteur de l'énergie ou des transports ou de la logistique. L'idée est bien d'identifier un irritant du prospect pour déclencher la mise en œuvre d'une expérimentation, d'un démonstrateur sur un périmètre qui peut être relativement restreint au sein de l'usine. Et c'est ce démonstrateur qui permettra d'impliquer les acteurs métiers et de contribuer à l'émergence finalement d'une multitude de cas d'usage. Et on fait le constat en effet que à partir du moment où le site client bénéficie d'un démonstrateur, eh bien, les cas d'usage viennent au fil de l'eau et ça permet de booster le ROI et la pertinence de cette solution en matière de 4G, 5G privé. Donc on parle en fait depuis ce matin beaucoup d'expérimentation. Donc on peut en effet avoir un regard un peu pessimiste en disant mais finalement on ne passe pas à l'échelle. Et je crois que finalement c'est un élément qui peut être perçu comme un signal très positif dans le sens où cette multiplicité des expérimentations ouvre la porte à autant de projets opérationnels dans les mois et les années à venir. Et en lien également avec les dispositifs d'appel à projets menés par le gouvernement, ces dispositifs d'appel à projet en fait incluent systématiquement comme critère le potentiel de réplicabilité.
Et donc, on peut raisonnablement espérer que les expérimentations qui sont en cours eh bien, seront transformées en déploiement opérationnel dans le futur et en plus vont générer une multiplicité de la mise en œuvre de solutions similaires pour des acteurs qui ont finalement des activités identiques dans l'énergie, dans la logistique, dans les transports, etc. Donc ces expérimentations réussies sont vraiment un exercice préliminaire pour avoir les vitrines, avoir les références et contribuer donc à cette émergence du marché de la 4G, 5G privée. Et donc par rapport aux appels à projets, donc le ministre et Marc Jamet donc ont bien mis en évidence donc l'existence de ces appels à projets. On peut noter également que la Commission européenne a bien pris le sujet en main puisque on a actuellement en cours des appels à projets donc portés au niveau de la Commission européenne. Donc ça vient en fait cette cohérence entre les actions menées à la fois à l'échelle européenne et française eh bien viennent confirmer la pertinence certainement de la stratégie portée par le gouvernement français. Donc finalement, là, quand je vous écoute, c'est l'expérimentation, un peu ce que disait François tout à l'heure, c'est une étape indispensable, c'est pas un signe d'immaturité, c'est une étape indispensable pour se lancer dans un projet, pour tester, voilà, pour l'adapter aussi à ses besoins propres de production, de maintenance, etc. Mais ce que tu dis aussi, c'est quelque part, ça participe de cet effort d'essaimage, de réplicabilité des projets partout. Non mais c'est très clair. Sarah, comment se positionne la Banque des Territoires pour accompagner à la fois côté offre et demande? Et j'ai toujours une question vis-à-vis de groupe Caisse des dépôts, mais comment vous assurez de l'articulation de la coordination avec d'autres programmes qui sont opérés par la Caisse des dépôts? Je pense à Territoire d'industrie, intuitivement, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Merci. Donc il y a plusieurs questions dans la question. Je commence par le positionnement de la Banque des Territoires. On nous connaît depuis plusieurs années sur le financement de la connectivité fixe, hein, on a financé à hauteur de presque 2 milliards d'euros 49 réseaux d'initiatives publiques. On finance aussi des data centers dans les territoires. Et pour nous, la 5G, c'est une vision qui est complètement cohérente avec celle qui a été exprimée jusqu'à maintenant, à la fois par le ministre et les différents intervenants. On pense que c'est l'étape suivante dans l'aménagement numérique du territoire, que c'est essentiel pour la compétitivité des entreprises. Et donc, à ce titre-là, on souhaite prolonger tout le travail qui a été fait déjà dans la fibre, dans les réseaux mobiles privés. Et on a commencé aussi à s'intéresser depuis 2019-2020 à toutes les expérimentations. On a travaillé aussi avec Philippe Herbert dans le cadre de la mission 5G industrielle pour les campus Fab Lab. Et on se positionne aussi, alors côté offre, on va dire, sur quelque chose qui est plutôt fait habituellement par BPI, mais ponctuellement et aussi pour des raisons, la souveraineté, c'est aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On peut être amené à financer des entreprises qui sont des briques technologiques qui ont une technologie à laquelle on croit et qui participent d'une chaîne de valeur française sur la 5G. Ça, c'est côté offre. Côté demande, donc on vient de lancer une offre de financement sur les infrastructures numériques en général, qui contient un volet réseau privé 5G qui s'adresse en priorité aux sites industriels. Donc aux zones d'activité où on sait qu'il y a dans les territoires des besoins qui peuvent être très, très divers. Ça recouvre l'ensemble des briques, des infrastructures numériques, la fibre, les data centers, la couverture mobile intérieure et extérieure, jusqu'au réseau privé 4G, 5G. Je rassure les constructeurs intégrateurs qui sont dans la salle, la Banque des Territoires ne va pas venir vous faire concurrence. Nous, on propose vraiment des financements, en fait, pour accompagner à la fois les territoires
les gestionnaires de sites industriels, que ce soit directement des collectivités ou des syndicats, mais aussi les entreprises qui sont présentes sur ces sites. Donc ça participe aussi d'un travail de pédagogie qu'on souhaite faire. Hein. Tout le monde en a parlé dans les intervenants. On sait qu'il y a ce travail à faire pour amener tout l'écosystème industriel à cette maturité. Et donc cette offre de financement, c'est aussi l'occasion de nouer le dialogue, de démarrer un dialogue avec les acteurs dans les territoires sur le sujet des infrastructures numériques et notamment de la 5G industrielle. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec l'idée d'identifier des projets, de parler à tous ceux dans les territoires qui peuvent être des facilitateurs ou qui souhaitent être partie prenante du développement de ces réseaux privés 5G. Sur le volet, et donc c'est complètement complémentaire parce qu'on s'adresse aux sites industriels, c'est totalement complémentaire où ça s'inscrit aussi dans la logique de ce qu'on fait sur territoire d'industrie. On a quatre grands piliers d'action dans le domaine de territoire d'industrie, sur l'immobilier, l'aménagement, sur la transition énergétique et environnementale, sur la formation et sur la relocalisation, on va dire, des filières. Donc on voit bien que dans toutes ces composantes, la partie numérique, elle est importante et l'offre de financement sur les infrastructures numériques, on va dire, elle vient dans une sorte de catalogue de toutes les offres que la Banque des Territoires peut proposer dans ce domaine. Et la cohérence, elle s'assure au niveau du terrain, puisque certes au niveau du siège, donc moi je m'occupe plus particulièrement des infrastructures numériques du mobile, mais dans les territoires, nos directions régionales, elles ont la visibilité sur l'ensemble des offres de financement qui sont proposées. Elles connaissent extrêmement bien le tissu local, les élus, les entreprises. Donc la cohérence, elle se fait au plus près du terrain et je pense que c'est très important. Merci beaucoup. Et peut-être aussi en complément sur ce point, peut-être souligner le rôle des plateformes d'expérimentation dans le rôle et pérenniser dans le cadre du nouveau contrat de filière infrastructure numérique. Qui accompagne justement ces retours d'expérience et cette maturité, cette maturation de l'écosystème. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on s'attaque aux déclencheurs des projets, en particulier sur les ROI, qui a été évoqué dans la table ronde précédente. Mais on a un petit peu de temps pour le développer un petit peu plus précisément. Peut-être commencer par toi, Florence, sur les déclencheurs. Quels sont les déclencheurs d'un projet quand on va voir des prospects potentiels? Enfin, qu'est-ce qui réussit à engager le mouvement? Alors c'est une réflexion qui est systématiquement orientée cas d'usage. C'est-à-dire quand on va voir un acteur industriel, on ne va pas lui vendre finalement uniquement de la 4G ou de la 5G, parce que l'acteur industriel, il n'est pas forcément attaché à une technologie en particulier. Ce dont il a besoin, c'est vraiment un cas d'usage à valeur ajoutée ou une réponse à un irritant, à un point de douleur, etc. Donc une réflexion systématiquement orientée cas d'usage, ce qui est déjà un élément très différent par rapport à nos métiers liés aux télécoms. Nous devons vraiment aller au-delà de la seule infrastructure télécom. Elle est nécessaire, c'est évidemment le socle, mais ça n'est finalement cette brique télécom n'est qu'un outil pour adresser des cas d'usage. Donc l'investissement, il est systématiquement déclenché donc par un usage particulier ou quelques usages. Et comme je l'indiquais, ce sont ces cas d'usage prioritaires qui permettent de réellement déclencher donc un investissement qui passe par une phase de démonstrateur. Quand on parle de démonstrateur, c'est également important, on le constate, que l'investissement soit porté au moins en partie par le client final, puisque j'ai quelques exemples d'expérimentations qui ont été mises en place, qui ont été financées uniquement par des fournisseurs de solutions
et c'est pas forcément, ça ne s'avère pas forcément être des réussites, dans le sens où, dans la mesure où le client final n'a pas été partie prenante de l'investissement, eh bien, l'expérimentation ne s'est pas systématiquement transformée en déploiement opérationnel. Donc, il y a vraiment une volonté d'impliquer, y compris financièrement, l'utilisateur final dans cette étape préliminaire. Donc vraiment une orientation usage et donc une nécessité pour nous de se positionner pas uniquement comme fournisseur intégrateur de solutions télécom, mais bien fournisseur d'un service qui correspond à un cas d'usage. Un point également, quand on parle d'expérimentation, bien souvent, le démonstrateur permet également de fournir la visibilité, au client final sur la méthodologie qu'il va mettre en place pour orchestrer l'évolution de ces systèmes existants, parfois vieillissants, parfois des technologies proches de l'obsolescence. Il y a cette forte préoccupation pour un acteur d'avoir de la visibilité et d'orchestrer au mieux le passage de multiples technologies, DMR, Tetra, DECT, etc., Wi-Fi, vers un réseau unifié qui peut reposer uniquement sur de la technologie 5G. Donc c'est aussi un sujet. Et donc par rapport au déclenchement de l'investissement, voilà, j'ai pas forcément d'autres éléments. Toutefois, peut-être par rapport aux appels à projets qui existent, les appels à projets constituent, avec les dispositifs de financement qui sont associés, constituent un levier certainement très utile pour participer également à déclencher cet investissement. C'est-à-dire qu'on peut être face à un prospect qui est très hésitant par rapport à l'idée de se lancer dans un projet de 4G ou 5G privé, et dans la mesure où il peut s'inscrire et il peut bénéficier des modalités de financement dans le cadre d'un appel à projet, eh bien forcément c'est un levier qui favorise l'émergence de nouveaux projets. François, tout à l'heure, tu as évoqué les travailleurs isolés et tu avais un ROI très facile avec la prime d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ROI, j'allais dire, directs qui sont facilement identifiables? Et surtout, ce qui est le plus difficile, c'est les ROI indirects. Comment réussir à apprécier ça, à le quantifier? Alors, aujourd'hui, les clients que l'on a ou qui sont en POC, en fait, il y a deux mondes en fait. Il y a le monde de l'industrie qui généralement a toujours une phase expérimentale parce qu'elle fait du R&D, pas forcément dans le secteur télécom, mais du R&D pour son industrie. Donc là, elle a une approche, j'allais dire, de recherche et développement sur un tas de secteurs pour gagner en productivité. Donc eux, ils ont les éléments en interne. Donc ceux qui enclenchent les démarches pour de la 4G ou de la 5G ont ces éléments en tête, en fait. C'est comment on gagne en productivité. Alors c'est clair, c'est ce qui vient d'être dit. C'est l'unification généralement de 3 réseaux différents dans l'usine. Un réseau Wi-Fi, un réseau PMR Tetra la plupart du temps, et puis un réseau DECT. Donc résultat, c'est un peu l'usine à gaz dans la gestion, c'est l'usine à gaz dans le câblage, c'est l'usine à gaz dans les terminaux aussi, parce que un terminal DECT, ça gère pas la data, donc il n'y a pas d'application métier, etc. Donc ça, c'est le premier élément de mouvance. Alors c'est vrai que dans le secteur des services, on est moins enclin à faire de l'innovation parce qu'il n'y a pas la culture de labo, il n'y a pas la culture de recherche, il n'y a pas la culture de validation, de tests, etc. qu'on a dans l'industrie. C'est vrai que de ce côté-là, l'industriel est plus mature dans l'expérimentation. Donc en interne, généralement, les gains de productivité se font sur la partie
Déjà, bon, c'est ce qu'expliquait Accom. Quand on a une mobilité qui fonctionne dans l'entreprise, ça veut dire que le mec qui est sur son Fenwick, qui prépare les commandes, il est beaucoup plus efficace que quand il perd son signal en permanence et qu'il ne peut pas scanner ses objets. Donc le gain de productivité, j'allais dire, il est inhérent tout de suite à la taille de l'entreprise, aux problèmes de couverture, etc. Alors, il y a d'autres applications qui commencent à arriver, mais qui sont, ce qui a été dit aussi, c'est moins mature, c'est toute la partie objets connectés. Alors, ce qu'on appelle objets connectés aujourd'hui dans la 5G, c'est du modem data. Hein, on n'est pas dans de l'IoT basse conso avec des sites autonomes, enfin des étiquettes autonomes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place. On voit apparaître aussi les demandes des lunettes connectées pour limiter les coûts de maintenance, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui réorganisent leur chaîne de production régulièrement. Quand vous fabriquez des yaourts MDD, par exemple, vous changez la marque parce que vous produisez une fois pour Carrefour, une fois pour Lidl, etc. Donc vous déplacez en fait vos chaînes, vous ne produisez pas tout à fait les mêmes produits. Donc s'il y a un pépin dans une des machines de production, le fait que le salarié qui a une lunette connectée peut transmettre en temps réel à la boîte de maintenance ce qui se passe, on gagne du temps, on gagne du déplacement, on évite la fermeture trop longue d'une chaîne de production. Donc c'est des coûts qui sont difficiles à évaluer parce que l'arrêt d'une chaîne de production, c'est quelque chose qui coûte très cher à l'industriel. Et finalement, dire qu'on va investir dans un réseau télécom parce qu'on va diminuer le nombre d'heures d'arrêt d'une chaîne de production, c'est pas, il n'y a que l'industriel qui peut l'évaluer. Alors on a le cas aussi des plateformes pétrolières, hein, parce que déplacer un mec en hélicoptère sur une plateforme pour faire de la maintenance, ça coûte une fortune. Donc là c'est pareil, l'assistance à la maintenance des gens qui sont sur les plateformes, c'est quelque chose qui est important. Donc ce ROI, il y a une partie sonnante et trébuchante qui est liée à du déplacement de charge, donc essentiellement la PTI aujourd'hui, entre assurance et réseau. Et puis l'autre partie, c'est des gains de productivité. Ce qui évalue mal un industriel, c'est le coût d'arrêt d'une chaîne de production pour des questions de maintenance ou des questions de pépins ou des questions d'approvisionnement des pièces détachées dans le cas de Renault, où il faut alimenter les chaînes en permanence et que vous ne savez pas forcément où sont les stocks de pièces pour alimenter la chaîne. Donc ces éléments-là, où on a le cas aussi d'industriels qui changent des outils régulièrement, parce que quand vous faites de la fonderie, vous ne mettez pas toujours les mêmes moules. Des fois, les moules ils sont stockés sur 2, 3, 4, 5 hectares. Il faut les retrouver rapidement parce que le four, il attend. Donc ces éléments-là d'objets connectés pour savoir géolocaliser des éléments dans une usine, c'est des gains de productivité, c'est des heures d'arrêt qu'on supprime en fait, et donc une rentabilité qui augmente. Donc les outils télécoms, ils servent à ça aujourd'hui. Et du coup, là, je me tourne vers Thomas. Quand on écoute François, du coup, on voit, c'est que finalement, quand on parle de ROI, on parle aussi d'une somme infinie de petites choses. Lorsqu'on écoutait la table ronde précédente, on voyait à quel point il y avait des perspectives immenses. Est-ce que, du coup, la question que j'ai envie de poser à Thomas, mais peut-être aussi Sarah, si tu souhaites réagir après, n'hésite pas, c'est est-ce que finalement la question du ROI, elle est à la bonne échelle? Enfin, est-ce qu'on se pose la bonne question, presque, j'ai envie de dire? Ouais, exactement, c'était la réaction qu'on peut avoir à ça. Alors déjà, je vais juste faire une petite pause, m'inscrire en faux sur ce qu'a dit Ariel tout à l'heure. Depuis le Covid, on s'est vu souvent dans beaucoup de forums. Il y a eu 2 colloques à Gurs, je pense, et il y a eu un colloque à la DGE l'an dernier. Et on a parlé de ROI. On en a beaucoup parlé. C'était même le thème du colloque de la Gurs cet automne qu'on a tenu. Donc, et c'est vrai que justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une table ronde complète consacrée à ça, et on faisait ce que vous venez de dire, ce que François a dit, on somme, on regarde un par un, et puis et je pense que c'était Ericsson qui avait fait un tableau, une somme. C'était plutôt bien fait au niveau méthodologique, mais au fond, est-ce que voilà, j'ai un petit peu fait évoluer ma réflexion depuis. On se dit, est-ce qu'on se pose vraiment la bonne question? Au fond, ça va plus loin que ça, en fait, un réseau mobile privé. C'est un changement complètement de revoir son site industriel. Et ça, il faut déjà en être convaincu technologiquement. Voilà, il faut expliquer aux gens, en fait, quelque part, c'est la première technologie sans fil qui permet toute connectivité, que ce soit humain ou machine. Et il faut absolument expliquer ce que ça change par rapport aux technologies historiques, notamment le Wi-Fi. On ne peut pas se passer
de l'explication de texte avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi n'a jamais tenu cette promesse du bâtiment connecté sans fil. Il l'a jamais tenu pour tout un tas de raisons, la mobilité, l'interférence. Et ça, une fois que il faut expliquer qu'il y a les fréquences, il y a la technologie 4G, 5G maintenant, qui a été conçue pour la QoS, pour le débit, pour la performance, pour la latence, pour la garantie, pour le SLA, enfin tout ce que vous voulez, vous l'avez. Donc à partir de là, il faut les convaincre que en fait, c'est une couche de connectivité qui devient indispensable à votre site industriel. En fait, c'est ça le message qu'on doit passer. Et une fois que vous l'avez, vous faites ce que vous voulez. C'est pas compliqué. On l'a vu lors de la visite chez ASN. Les gens nous ont dit, maintenant qu'on a notre couche de connectivité, au fond, on fait toutes les semaines des nouveaux cas d'usage et on les implémente au fil de l'eau. Il faut vraiment dissocier, voilà, remettre la connectivité, le socle de connectivité au centre de la discussion. Vous en avez besoin et la clé, c'est 100% des lieux, 100% du temps. Pas juste 10%, 20%. Non, c'est 100% qu'il faut. Il faut tout couvrir. Tout le temps. Voilà. Et une fois qu'on sait ça, lâchez-vous. En gros, c'est le message qu'on doit dire aux opérationnels. Vous pouvez faire ce que vous voulez en matière de cas d'usage. Et les cas d'usage, après, qui sont mis en œuvre, sont pas très coûteux. On parle d'une lunette par-ci, on peut parler d'un capteur. Après, on peut utiliser du LoRa temporairement. Enfin, il y a plein de choses, une fois qu'on peut faire. Mais il faut vraiment poser cette question-là avec le client. Et il y a un parallèle que je trouve intéressant, qui est assez frappant. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me l'a cité, c'était Charles Pro de Soprasteria qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui a quand même publié un document sur la 5G. On est un peu comme dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, moi, malheureusement j'en fais partie. Dans les années 95, on allait voir des gens pour leur dire il faut mettre une connectivité Internet à votre bureau. Et les gens disaient mais prouvez-moi le ROI. Je pense que vous êtes revenu en 98, 99, il n'y a plus personne qui posait cette question du ROI. Le ROI, il faut qu'on arrive à dire aux gens, dans 3 ans, vous ne vous poserez plus cette question-là, du ROI. Donc après, la question que vous posez, c'est comment on rentre sur le marché. Après, il faut être pragmatique quand on rentre sur le marché. Il y a un écosystème Wi-Fi, on ne l'a pas dit, mais soyons clairs, le Wi-Fi est très bien implémenté sur le secteur industriel. Il y a des citadelles qui sont très fortement tenues. L'industrie, pourquoi on n'arrive pas à rentrer sur le plancher d'usine? C'est parce que le Wi-Fi est très bien installé. Et en plus, le Wi-Fi est intégré dans des solutions applicatives qui permettent ce contrôle-là. Donc il faut rentrer avec ces acteurs-là. Jérémy en a parlé tout à l'heure. Il faut travailler sur l'écosystème OT pour voir ses partenaires industriels. Parce que rentrer la fleur au fusil sur le plancher d'usine, c'est mort. Où est-ce qu'on peut rentrer de manière assez concrète? On peut rentrer là où ça a été cité, je pense pas, vous de la SNCF, là où il y a des irritants, des douleurs, tout ce que vous voulez. Et les douleurs, numéro 1, elles sont dans l'outdoor, l'extérieur. Dès qu'il y a une couverture extérieure, une couverture indoor qui est compliquée, là vous avez une fenêtre et on peut rentrer. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de visiter l'usine d'Acom, vos collègues Aurélien. Quand j'ai vu la borne Wi-Fi qui couvrait l'extérieur, j'ai quand même demandé à votre DSI, vous en êtes satisfait? J'ai vu une espèce de visage déconfit. Je me suis dit, on va peut-être lancer une association de Wi-Fi anonyme pour les gens qui font de l'outdoor. Bon, c'était ça. Là, il faut frapper. C'est là qu'il faut attaquer le sujet. C'est ces gens-là, c'est les bonnes personnes, ceux qui ont vécu des projets qui ont échoué. Donc, vous les retrouvez dans l'outdoor, vous les retrouvez aussi dans la voie. Tous ceux qui ont échoué sur des projets de voie sur Wi-Fi, notamment, pour tout un système de maîtrise d'écosystème. Donc, c'est par là qu'il faut rentrer. Et ce qu'on espère, et je terminerai là-dessus, c'est que dans certains segments, il y a de l'attentisme, il y a une forme d'incrédulité. Je m'appelle Thomas, donc je suis incrédule, mais moi je suis peut-être plus crédule sur les technologies 4G, 5G. Et quand on aura cassé cette vitrine de l'incrédulité, une filière, ça va aller vite parce qu'ils savent qu'un tel a commencé et machin, et on ne voudra pas être en reste, et ainsi de suite. Pour le moment, les gens se disent, mais c'est trop beau pour être vrai que finalement, cette technologie, il faudrait juste les rassurer que ce n'est pas un mythe, c'est une technologie réelle. Donc, voilà. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux rajouter quelque chose. C'est vrai que en fait, je pensais à toi parce que sur la perspective de long terme de la Banque des Territoires, c'est assez intuitivement, on pense très long terme. En fait, sur ce thème, nous, on s'est dit en tant que financeur, on croit au potentiel de la technologie, on en est convaincu, on a plein d'exemples, on parle régulièrement avec tout l'écosystème. Notre réflexion à nous, c'était de se dire, il ne faut pas que le financement soit un obstacle. Il y a des freins qui avaient été identifiés, les fréquences, tout ça, ces freins ont été levés. Il ne faut pas que le financement soit un obstacle. Donc, on va venir faire ce qu'on sait faire, c'est apporter des financements et aider les industriels et les collectivités à trouver le bon équilibre entre CAPEX, OPEX, investissement, fonctionnement,
pour voilà, impulser à notre échelle et dans le périmètre qu'on connaît bien aussi cette dynamique et permettre à chacun, avec les moyens dont il dispose et ce qu'on peut lui apporter, d'atteindre ces fameux ROI. Ok, merci beaucoup. Je vois que le temps presse. Peut-être encore juste quelques petites questions. Alors pour Florence et François, Florence, tu parlais tout à l'heure de l'utilité des AAP, mais de façon presque provocatrice, j'ai envie de dire, c'est quoi l'horizon au-delà des AAP? Et donc, voilà, vous posez conjointement cette question à Florence et François sur comment vous projetez au-delà des appels à projets, quel modèle d'affaires et quelles limites des modèles d'affaires qui émergent vous voyez? Est-ce qu'il y a encore des points de douleur de ce point de vue pour améliorer l'offre? Je vous laisse réagir. Et merci, je prends la parole. Je te laisserai François par la suite. Côté Axione, en fait, on a bien identifié le besoin pour l'acteur industriel qui fait le choix de déployer un réseau, de travailler avec un interlocuteur de référence qui va être capable de travailler en partenariat avec une multitude d'équipementiers, d'offreurs de solutions pour répondre à un cas d'usage. Donc le positionnement d'intégrateur et la capacité d'un intégrateur à répondre, à faire du sur-mesure en fait, pour répondre aux cas d'usage particuliers, aux enjeux spécifiques, à l'environnement spécifique de l'acteur en question a vraiment du sens. Donc une forte attente des prospects, des clients, voilà, d'avoir cet interlocuteur unique et de pas devoir travailler en direct avec une multitude de parties prenantes. Donc côté Axione, on travaille en fait en lien avec tout l'écosystème, tous les fournisseurs de solutions. Ça va bien au-delà du sujet, enfin de notre activité historique qui était quand même très orientée télécom. Donc il s'agit bien en fait de fédérer des acteurs du monde informatique, du monde des télécoms et enfin du monde de l'industrie. Juste par rapport au sujet ROI et à la stratégie de long terme que Sarah met en avant, quand on s'adresse aux acteurs industriels, c'est en effet ils ont en effet une stratégie long terme. Donc leur première question, c'est très souvent, quand on est responsable de site, finalement, qu'est-ce que va m'apporter un réseau 4G, 5G privé que je ne peux pas faire aujourd'hui avec mon Wi-Fi, ma couverture mobile opérateur public, par exemple. C'est en général la première question à laquelle il faut répondre. Et en fait, très vite, et encore une fois, à partir du moment où on arrive à pousser une expérimentation, finalement, les acteurs métiers se disent, mais est-ce que sur le moyen long terme, je pourrais vivre sans mon réseau 4G, 5G privé? Et non, en fait. Quand on est acteur industriel, quand on a des enjeux de sécurité, quand on a des enjeux de productivité et de compétitivité, avec un environnement concurrentiel qui dépasse nos frontières nationales, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui faire le choix de se passer d'une solution de réseau 4G, 5G privé. C'est vraiment un message que nous portons. Ça s'impose aujourd'hui pour tout acteur industriel en tout cas de lancer une réflexion et au-delà de la réflexion, un déploiement d'une solution de type 4G, 5G privé. Quand je parlais également d'un interlocuteur unique, c'est important, et ça fait partie des compétences côté Axione, d'accompagner d'être capable d'accompagner le client de bout en bout, c'est-à-dire de la compréhension de ses cas d'usage jusque la traduction de ces cas d'usage en spécifications techniques. Donc viennent après les étapes de dimensionnement du réseau radio. Et on est également capable de proposer des offres d'exploitation du réseau, supervision du réseau, puisqu'en fait certains acteurs font le choix d'opérer par eux-mêmes le réseau. Mais en revanche, d'autres acteurs estiment que ces compétences ne relèvent pas de leurs ressources internes et donc s'appuient sur des interlocuteurs externes pour faire ce métier d'opérateur de réseau privé sur mesure. Peut-être François, en quelques mots sur le modèle économique. Oui, alors les premiers clients qu'on a sont quand même des gens qui sont extrêmement prudents sur la notion de cloud. Parce qu'ils sont un peu sensibles. Donc ça veut dire que le cœur de réseau est hébergé chez eux, avec un cœur de réseau de secours qui est chez nous.
mais ils souhaitent leur autonomie complète, y compris pour les PTI, pour les problèmes d'alarme. Donc il faut que les serveurs de PTI soient dans l'usine. Donc ça, c'est un modèle un peu, j'allais dire, contraire à ce qu'on entend partout, la cloudification, la mise à distance, etc. Les industriels sont extrêmement prudents parce que quand vous avez des unités de production qui sont dépendantes d'un réseau WAN extérieur, il a beau être sécurisé avec de la 4G, du machin. Quand on est sur un site Céveso, bon, nous on a connu Lubrizol à 200 mètres de chez nous. Il n'y a plus de réseau mobile, hein, c'est terminé, tout est à saturation. Donc c'est des réseaux critiques quand même en exploitation. Donc ça, c'est les contraintes qu'on retrouve aujourd'hui. La demande de nos clients, c'est de les accompagner aussi dans les nouveaux programmes pour la migration de leur cœur de métier. Alors on le voit dans l'agroalimentaire, on le voit dans certains de nos secteurs où ils demandent à pouvoir monter les dossiers, soit des IDEMO régionalisés ou des trucs comme ça, pour aider les migrations de filières en fait, régionales, etc. Donc ça, on va les accompagner dans ce type de démarche. Dernier élément, c'est que la partie exploitation aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de transfert de compétences pour que les niveaux 1, niveau 2 soient assurés par les usines. Alors les très gros industriels, c'est évident, EDF, SNCF, etc. Mais c'est aussi dans des groupes d'usines qui font déjà des bonnes ETI, 2 milliards, 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Ils demandent à ce que les niveaux 1, niveau 2 soient transférés chez eux de façon à ce que la maintenance de premier niveau n'interrompe pas leur chaîne de production. Et on intervient, nous, en niveau 3, quand ils ont des problèmes, des nouvelles applications à mettre en route, etc. Donc c'est une démarche, en fait, qui est équipementier, constructeur, maintenant, parce qu'opérateur, on devient équipementier en même temps. Et puis, les programmes de recherche qui sont engagés sont des programmes qui portent sur les devices, parce que c'est la partie très sensible aujourd'hui qu'on rencontre aujourd'hui dans le déploiement. Donc, on a signé des contrats de R&D avec NXP pour des devices spécifiques dans l'IoT 5G et qui vont devenir des devices programmables de nouvelle génération. Donc, c'est cet élément-là sur lequel on continue. Le device étant, j'allais dire, la condition presque sine qua non. Les infrastructures, elles sont sur étagère, mais les devices, grosso modo, en Europe, on ne les maîtrise pas beaucoup. Les tablettes, on ne les maîtrise pas. Les smartphones, on en maîtrise très peu. Un peu de terminal durci, mais c'est tout. Les GAFAM qui s'imposent de l'autre côté pour venir vous piquer les données et puis venir vous supprimer quelques fonctionnalités qui vous sont utiles. Et puis l'IoT derrière, qui est quand même une très très grosse demande dans l'industrie sur des fréquences plus basses que celles qu'on a aujourd'hui. Merci François. Bon, on va être obligé de rendre l'antenne. Peut-être Thomas, si tu souhaites un petit mot. Oui, mais je voulais juste rebondir sur les appels à projets parce que c'était aussi une des questions que tu m'avais formulées. Juste dire, effectivement, et ça rejoint ce que disait François, ça manque, il faut vraiment que ça parte sur le développement de solutions souveraines, de produits souverains, ça manque beaucoup. On est très fortement dépendant de l'étranger quand on regarde les infrastructures. À ma connaissance, il n'y a qu'un vrai succès français, c'est Streamwide, du point de vue du MCPTT. Il faut qu'on profite de ces projets-là pour que ça soit fléché vraiment sur l'émergence de champions français, que ce soit sur les RAN, que ce soit sur les cœurs. On a vu une super belle success story italienne quand même, à Tonnet, qui a été racheté comme ça, avec des gens qui avaient démarré quand même dans un garage, pas loin. Donc c'est quand même il faut ça en France. Il faut que la technologie soit là aussi faut que ces appels à projets aillent se flécher là-bas pour être certain qu'on a des acteurs français. Et puis la liste est longue de domaines sur lesquels on peut investir. On a parlé du TSN, ça débute tout juste. Les Allemands, je sais qu'ils se développent fortement avec Siemens, avec une offre là-dessus. Il y a l'IAB, ça a été parlé par Jérémy. C'est plein de sujets sur lesquels la 5G, ça va devenir un très très grand supermarché. Les déclinaisons, elles vont être assez spécifiques. Donc il y a la place. Il faut trouver des projets qui touchent des fonctionnalités qui sont pas encore été développées. Et faut que ça soit fléché là. Et autant que possible, des éléments qui serviront à l'export aussi, pour que la France puisse... sa balance commerciale est quand même toujours un peu déficitaire. Faut quand même garder ça en tête, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est une torture parce que j'ai très envie de relancer Sarah sur la souveraineté, mais je sens le regard insistant d'Ariel derrière et on va pas... On a une minute, Ariel. Oui, là,
On est ric-rac, bon, on va devoir arrêter, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous, merci beaucoup. On aurait pu continuer des heures. Ariel, la prochaine fois, il faut qu'on prévoie plus de temps. Ouais.